On va commencer avec cette deuxième conférence qui, je trouve, s'imbrique vraiment bien avec celle qui vient de se terminer. Donc, comment naviguer et s'épanouir dans le monde des entreprises, une conversation honnête. Donc, on va commencer avec cette deuxième conférence. Honnête. Donc, on va... Ok, petit bug technique. Donc, je peux parler maintenant. Donc, maintenant, on m'entend. Je pense qu'il n'y a plus le petit bug. Super. Donc, ça commence bien. On va, comme j'ai dit, on va rentrer dans cette conversation qui s'imbrique vraiment bien avec la première, selon moi, parce qu'on était beaucoup plus dans un esprit de wellness. Et là, on va vraiment voir comment appliquer peut-être ces conseils-là à un monde qui est le monde corporate. Donc, aujourd'hui, on a trois belles invités. J'ai vraiment hâte de commencer la conversation avec vous. Donc, on a Carla, Anidé Guillaume, Virginie Sankara et Amina Criquet. Donc, je vais vous laisser vous présenter après ma courte présentation, moi aussi. Donc, je m'appelle Fatima Terini, chez Sayaspora. Je suis éditrice en chef du blog côté francophone. À côté de ça, je fais d'autres choses dans la vie, mais on n'est pas là pour parler de moi. Donc, je vais vous laisser vous présenter. On peut commencer par peut-être Virginie, Amina et Carla. Donc, c'est comme ça que je vous vois dans mon écran. Donc, pas de discrimination, j'ai juste vu comme ça. Parfait. Merci, Fatima. Merci pour l'invitation, puis l'animation aussi. Puis merci à toutes les filles qui sont là aujourd'hui. C'est vraiment, je pense, un honneur pour nous trois d'être amenées à avoir un échange honnête avec vous. Donc, pour ma part, je travaille dans une OBNL qui s'appelle Concertation Montréal. Et j'ai un background en communication médias numériques. Donc, moi, je m'intéresse vraiment à l'impact des technologies des 30 dernières années dans différents domaines de la société. On peut voir le droit, la santé. Puis, à Concertation Montréal, ben, j'ai décidé de mettre en application tout ce que j'ai appris avec les médias numériques dans la cause de la diversité sur les conseils d'administration. Donc, dans les lieux décisionnels montréalais, québécois. Je tends à promouvoir la diversité à l'aide d'un programme financé par le ministère de l'Immigration qui s'appelle le Groupe des 30. Peut-être que vous en connaissez quelques-uns, quelques-unes parmi les personnes qui font partie du Groupe des 30, mais c'est des personnes super intéressantes qui ont différentes expertises, puis qui s'impliquent dans la société à travers des conseils d'administration. Donc, je travaille vraiment sur ces enjeux-là, diversité et gouvernance. Puis, en dehors de ça, j'ai eu aussi une expérience dans la mode, dans le commerce international, toujours en lien avec mes compétences en communication numérique. Donc, voilà pour ma part. Je cède la parole à Carla Hanid ou Amina. Super, c'est une belle présentation. Merci Virginie. Donc aussi, merci beaucoup à Sayaspora pour l'invitation. Franchement, je suis très, très, très reconnaissante d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous, en fait, moi, je vous parle d'Hawaï. Je viens, en fait, d'arriver il y a quelques jours et franchement, je suis contente parce que le vibe ici, l'énergie, je la ressens et je sens que, voilà, on peut tout de suite transmettre cette belle énergie. Alors moi, je suis en fait une coach certifiée en neurosciences. Les neurosciences parce que tout simplement la compréhension de notre propre mécanisme du cerveau permet de nous comprendre davantage et surtout de pouvoir savoir un peu plus quels sont peut-être les mécanismes qui peuvent parfois nous faire défaut, qui ne nous appartiennent pas et que c'est important parfois de tout simplement s'en débarrasser parce qu'on transporte un gros bagage émotionnel parfois avec nous. Et surtout que, tout à l'heure, on en parlait dans le backstage, mais
parfois, quand on vit un refoulement, quand on n'ose pas dire les choses, ben, on les transporte avec nous. Donc, je fais vraiment un travail au niveau de l'identitaire. Je suis cofondatrice et co-directrice avec Ophélie. Donc, elle n'est pas là, mais je tiens vraiment à la nommer parce que c'est une femme exceptionnelle avec qui j'ai eu la chance de collaborer pour l'entreprise MyFlow. Donc, nous, on tourne autour de l'état de flow parce qu'on sent que l'état de flow, c'est l'état un peu où est-ce qu'on peut se connecter quand on est nous-mêmes, en fait. Quand on arrive à aller se centrer sur la personne qu'on est et qu'on arrive à faire vibrer quelques domaines qui nous entourent, que ce soit notre passion, que ce soit nos valeurs, que ce soit d'être totalement en cohérence avec qui on est à l'intérieur de nous. On vit une espèce d'état de flow dans lequel on peut créer, puis co-créer, puis visualiser les choses. Donc, on s'est rendu compte que c'est un état, d'ailleurs, dans la psychologie positive, on en parle, mais c'est un état dans lequel on peut créer à chaque moment qu'on a envie. Donc, ce n'est pas un état qui est loin de nous, ce n'est pas un état qui nous dépasse, en fait. C'est quelque chose qu'avec les bonnes conditions autour, on peut créer. Et donc, voilà, moi, c'est un peu ce travail avec Ophélie qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a observé que ce qui nous a réellement aidé en tant que femmes entrepreneurs, issues de parce que moi, je suis africaine, qui vient ici avec tout un bagage et des croyances qui proviennent de notre pays, qui est déposé dans un autre pays avec d'autres croyances, d'autres valeurs, d'autres codes, tout simplement, et que c'est pareil un peu pour ma collègue. On sentait un peu un décalage et on s'est dit, OK, qu'est-ce qui pourrait réellement nous aider? On est allé chercher des ressources, on est allé chercher des stratégies et on s'est rendu compte que finalement, c'est un écosystème. C'est un écosystème qui va permettre à une personne de vraiment faire évoluer son propre potentiel, son propre pouvoir. Et donc, c'est ce qu'on essaie de créer avec MyFlow. C'est un ensemble c'est une agence, en fait, qui rassemble les coachs, qui rassemble aussi différents experts qui touchent de près ou de loin le bien-être mental, le bien-être physique. Donc, des coachs physiques, donc pour le sport, coach en alimentation, en nutrition, coach aussi en danse, parce qu'on pense que quelque part, c'est ça qui fait bouger le mouvement, tu vois. Donc, dans nos événements, c'est un peu cette inclusion-là, cette diversité de contenu-là qu'on essaie de mettre de l'avant. Donc, c'est à peu près tout pour ma présentation. Je cède la parole à Carla. Merci beaucoup. Puis j'ai hâte qu'on en entende plus tout à l'heure. Super. Je vais y aller. Tout d'abord, je veux vraiment remercier Diaspora pour l'organisation de cet événement. C'est vraiment, comme Amina puis Virginie le disaient, un honneur d'être là aujourd'hui puis de parler de ce sujet qui est tellement important. Au niveau de ma présentation, mon nom c'est Carla. Je suis une Montréalaise d'origine haïtienne. Présentement, je travaille comme chargée de dossier commercial à Affaires mondiales Canada. Donc, mon travail, c'est de promouvoir les intérêts commerciaux canadiens en Afrique. Mais évidemment, je me sens super privilégiée d'être dans ce poste parce que ça me permet tous les jours aussi de m'assurer qu'on a des projets qui permettent de créer des emplois puis de créer de la prospérité d'une manière qui est mutuellement bénéfique pour non seulement les Canadiens, mais aussi pour les communautés africaines dans lesquelles on a des entreprises qui s'implantent. Au niveau de ma formation, moi, j'ai été formée en relations internationales. J'ai aussi une maîtrise en politique publique. Et ce qui m'intéresse, évidemment, c'est la diplomatie, les relations internationales, mais ma passion dans le travail que je fais, c'est vraiment d'ouvrir la porte des prises de décision à l'international aux communautés qui, à mon avis, sont le plus impactées par les décisions de nos leaders, soit les communautés marginalisées, les communautés de couleur. Puis moi, ce que j'aimerais à la fin de ma carrière, c'est de dire que vraiment, j'ai contribué à ce que les personnes de couleur aient la capacité d'avoir un vrai impact sur la diplomatie, sur la prise de décision à l'international et qu'on devient vraiment un acteur incontournable dans les différents événements et dans les différents changements qui s'en viennent pour nous dans les prochaines années. Merci Carla, on te le souhaite. Puis je sais que tu le fais déjà. Donc, merci beaucoup les filles pour cette présentation.
On va pouvoir entrer encore plus dans toute cette panoplie de sujets que vous avez déjà un peu évoqués. Donc, j'ai vraiment hâte. On va commencer avec Virginie pour suivre un peu l'ordre aussi qu'on a déjà statué. Donc, Virginie, quand on a fait nos petites recherches chez Sayaspora sur toi, on a vu que tu te définissais premièrement comme étant une afro-queer féministe panafricaniste aux origines canado-maliennes. Donc déjà, let me tell you, c'est vraiment un très beau bouquet identitaire avec lequel je relate aussi beaucoup, mais aussi un bouquet vraiment intersectionnel. Puis tu sais, déjà dans ta présentation, courte présentation, tu as déjà un peu évoqué certains thèmes dont l'inclusivité, diversité, etc. Donc, tu sais, c'est des questions aussi, tout ce qui est EDI, inclusion, diversité, au travail, on en parle beaucoup. Mais selon toi, pourquoi ces concepts-là sont si importants présentement dans un marché du travail qui est, on le voit, en constant changement? Oui, ben c'est une super belle question. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. On le sait qu'il y a des événements tragiques entourant la mort de George Floyd, aussi Joyce Echaquan au Québec. Tout ça a vraiment soulevé les consciences au niveau des questions de diversité, d'inclusion. Donc, c'est devenu en quelque sorte une tendance. J'aime pas beaucoup employer ce terme, mais il y a beaucoup d'employeurs qui le voient comme ça. Bon, maintenant, il s'est passé des choses, c'est devenu sujet tendance, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a cette chose-là qui explique un peu que il y a comme une prise de conscience universelle qui s'est faite au niveau de ces enjeux-là. Donc, tout le monde a été amené un peu à se positionner puis à cesser de nier un peu le racisme systémique puis toutes les réalités des personnes minorisées. Donc, c'est une bonne et une mauvaise chose à la fois. Mais il y a aussi le fait qu'en ce moment, on a vécu la pandémie, on vit une période vraiment difficile au niveau économique. Il y a aussi une main-d'œuvre qui est en pleine pénurie en ce moment. Donc, ça fait en sorte que les employeurs n'ont pas le choix, en fait, de se pencher sur ces enjeux-là et pas seulement en superficialité, c'est-à-dire d'embaucher des personnes de la diversité, que ce soit culturelle ou sexuelle ou peu importe. Les employeurs, s'ils veulent garder leurs employés, s'ils veulent bien les inclure, ben, ils doivent s'éduquer. C'est vraiment, j'insiste sur le mot s'éduquer aux réalités que ces personnes-là vivent. Donc, je pense que ça explique un peu pourquoi on en parle de plus en plus. C'est important pour plusieurs raisons, de faire en sorte que les employés se sentent bien dans leur environnement de travail, parce qu'on n'a plus le choix aussi avec la pénurie de main-d'œuvre. Ces personnes-là sont talentueuses pour la plupart. Au-delà de leurs compétences, je pense que le fait d'être issu d'une minorité, peu importe de quelle nature elle est, ça nous apporte un certain regard différent sur plusieurs problématiques. Richesse aussi. Oui, une très belle richesse. Puis ça, les employeurs sont en train de le remarquer puis de le reconnaître de plus en plus. Donc, c'est important qu'ils valorisent ces diversités-là. Donc, je pense que ça explique un peu pourquoi on en parle beaucoup ces temps-ci. Puis, comme je disais, c'est important aussi d'aborder la question pas juste en superficialité, parce qu'avoir un employé LGBT, QIS+, avoir un employé noir ne veut pas dire que tu es une entreprise inclusive, loin de là. Puis je pense que peut-être plusieurs d'entre nous l'ont vécu, là, cette situation d'être employé quelque part, puis de réaliser que tu es là, en fait, juste pour que l'entreprise puisse dire qu'elle est inclusive ou peu importe, mais ça, ce n'est pas du tout de l'inclusion, c'est juste d'avoir de la diversité. Donc, c'est ça. Maintenant, je sens qu'il y a beaucoup de mouvements qui se fait en ce sens-là. Aussi, on est plus à l'aise en tant que personne issue de groupes minorités, je pense, de parler à voix haute, de dénoncer, de revendiquer notre valeur, notamment avec des plateformes comme Sayaspora, que je salue tellement, qui font juste du bien à nos communautés puis qui nous aident à ne plus se sentir seul dans ces enjeux-là, puis à mettre des mots sur les réalités qu'on vit. Parce que quand on est la seule personne minoritaire dans notre milieu de travail, ben, on peut avoir tendance à se remettre en question sur ce qu'on vit, puis à se dire, peut-être que c'est moi le problème, peut-être que
ma façon de réagir à telle situation, mais c'est moi qui est le problème, puis c'est pas du tout l'environnement de travail. Donc là, on a vraiment la chance d'avoir l'émergence de plateformes, de ressources aussi. Il y a plein de livres qui sortent, des podcasts sur ces sujets-là qui sont tendances, mais qui sont nécessaires surtout pour les personnes des minorités, mais aussi pour les personnes qui travaillent avec cette clientèle ou ces employés-là qui doivent apprendre, qui doivent s'éduquer. Donc, je pense que ça répond un peu en large à la question, mais... Ça répond vraiment bien à la question parce que tu réponds même à la deuxième question que je voulais te poser un peu. Non, excuse-moi. Tu peux m'arrêter parce que j'en parle beaucoup. Là. C'était riche et c'est très holistique aussi ce que tu expliques. Et c'est aussi pour ça que ça répond à la deuxième question parce que j'allais te demander comment est-ce que tu fais en sorte que ces bagages identitaires-là on a pu nommer au début deviennent une force dans ton milieu de travail. Puis là, en nommant en fait les plateformes qui t'aident à trouver de la représentativité. Donc, tu as nommé Diaspora, mais il y en a plein d'autres, comme je pense à The Village qui vient de passer aussi tantôt. Il y en a plein d'autres et ça nous aide. Il y a des podcasts. Donc, on voit que, comme tu l'as dit, les personnes, on a de plus en plus de force, on a de plus en plus de plateformes. Il y a un peu ce auto-entrepreneuriat de soi-même qu'on a de plus en plus qui nous permet en fait de voir toute cette richesse-là comme une force, même si des fois, on sait que c'est un peu difficile. Mais est-ce que tu aimerais peut-être bonifier la réponse? Est-ce que tu as d'autres tricks en griffe? Oui, ben c'est sûr que c'est un défi là, de embrace toutes ces valeurs-là puis toutes ces identités-là. Je dirais c'est pas quelque chose qui s'acquiert du jour au lendemain. Puis l'enjeu intersectionnel aussi, c'est toujours une couche de complexité à notre identité. C'est quelque chose de beau, mais c'est aussi quelque chose de complexe aussi à faire comprendre à certaines personnes qui sont peut-être pas justement, qui n'appartiennent pas à des groupes minoritaires. Donc, je dirais que ça n'a pas toujours été évident. Puis aussi, comme je disais tout à l'heure, de mettre des mots sur certaines réalités que je vivais au début, ça, j'avais pas la capacité. Donc, la façon de m'exprimer ou de revendiquer ma différence. Au début, ça a été plus difficile. Au début, je l'ai fait peut-être maladroitement. Puis, on n'est jamais à l'abri aussi des préjugés, des stéréotypes de angry black woman qui veut juste exprimer son malaise, mais que ça fait peur aux personnes et tout. Donc, je veux juste dire aux personnes que c'est vraiment un process, tout ça. Puis si vous sentez que vous voulez justement exprimer toutes vos identités, mais que c'est un peu complexe, soyez patient, éduquez-vous parce que ça va vous donner plus d'outils, plus de ressources. Puis aussi, l'intersectionnalité, c'est tellement important. Moi, on parle beaucoup de diversité, mais je veux vraiment que l'intersectionnalité devienne un sujet un peu plus... Tu pourrais le définir, ce concept? Oui, bonne question. Ben, en fait, oui, je peux le définir un petit peu. En fait, c'est vraiment la situation d'appartenir à différents groupes minoritaires. Donc, par exemple, je vais prendre l'exemple de moi. Là. Je suis une femme noire et on le sait que justement, ces groupes minoritaires peuvent être confrontés à plusieurs discriminations, plusieurs obstacles dans leur parcours professionnel ou personnel. Et plus ces identités-là s'accumulent, plus on est emprunt à avoir des obstacles ou à avoir de la difficulté justement à évoluer dans notre milieu professionnel. Et c'est important justement que nos employeurs ou les personnes avec qui on travaille, qu'on côtoie, soient capables de considérer la complexité de notre identité et pas juste le fait que, bon, cette personne-là, c'est une femme noire. Puis à un autre moment, considérer que cette personne-là, c'est une femme queer, mais vraiment nous considérer dans l'ensemble qu'on est, qui est assez complexe, mais comme je disais tout à l'heure, qui est vraiment beau, parce que ça arrive de plus en plus. À notre époque, je pense que les identités se multiplient, qu'il y a plusieurs personnes, comme tu disais tout à l'heure, Fatima, que ça te parle un peu, la façon dont je me décris. Donc, peut-être que toi aussi, tu considères que tu as plusieurs identités. Donc,
je pense que c'est vraiment important d'aborder ça, puis aussi d'être un allié aussi aux personnes qui sont issues de groupes minoritaires parce que on peut pas avancer tout seul quand on est victime de discrimination, de racisme systémique. On a besoin d'alliés, donc c'est important qu'on s'entraide entre nous. Et voilà, je vais m'arrêter là-dessus parce que j'arrête pas de parler, mais voilà. Non, mais merci. Merci beaucoup. Et je pense aussi que vous allez vous répondre dans vos réponses. Oui, exactement, c'est ce que vous allez faire. Donc, mais c'est ça, sans plus tarder, je vais passer la parole à Carla. Donc, comme tu l'as dit tantôt, tu travailles dans des instances qui sont gouvernementales et internationales. Donc, en fait, le poste que tu occupes actuellement, c'est un peu un career goal pour beaucoup d'entre nous. Donc, déjà, props to you. Puis ensuite, on aimerait vraiment, en tout cas moi personnellement, ça me tient un peu à cœur de savoir comment est-ce que tu fais pour vraiment occuper ces espaces-là, puis pourquoi est-ce que c'est important? Tu sais, tu l'as un peu évoqué, mais c'est aussi, il y a cette importance-là qui est là, mais comment est-ce qu'on fait quand on est jeune? J'imagine que tu es peut-être l'une des plus jeunes là-bas, oui, tu hoches la tête, donc oui. Puis aussi quand on est une femme et quand on est une femme noire. Comment est-ce qu'on fait? Puis pourquoi est-ce que c'est important d'être là? Ben, merci. C'est sûr que moi, j'ai fait un choix. Évidemment, je l'ai toujours dit, quand on est une femme de couleur, on n'a pas le privilège vraiment de choisir si on veut être militante ou activiste. C'est un peu un rôle qu'on hérite avec notre identité. Puis on n'a pas la chance, comme beaucoup de personnes, de décider de rester dans le background et d'attendre en fait que ça passe parce qu'on est tellement impacté par plusieurs décisions qu'on est obligé de s'impliquer, puis de parler, puis de se défendre. Puis, c'est sûr qu'être activiste, ça prend beaucoup de sens dans beaucoup de types de beaucoup de façons, dans le sens que il n'y a pas seulement celles qui sont dans les rues, celles qui sont dans les médias, il faut aussi des gens qui sont autour des tables où les décisions se prennent. Et c'est vraiment moi ce qui m'a attirée à travailler dans les instances gouvernementales et les instances internationales. Je me suis dit que c'était une façon pour moi d'être une activiste à ma façon, puis de m'assurer que quand il y a des sujets importants pour moi, ben que non seulement j'ai l'expertise, que je comprenne comment la bureaucratie et la machine fonctionnent, mais aussi que j'acquière l'expérience au fur et à mesure pour devenir justement une des personnes qui va prendre des décisions qui vont impacter et soutenir aussi mes sœurs qui sont dans les rues, qui sont dans les organisations, qui travaillent avec les communautés. Donc, c'est vraiment m'assurer que la lutte se fasse à différents niveaux. Et c'est sûr que c'est pas facile. Travailler dans les instances gouvernementales, on pense souvent que comme c'est une grosse machine, que c'est tellement loin de nos communautés, que finalement, ben, ce qu'on pense puis ce qu'on dit n'a pas vraiment d'impact à ce niveau. Mais au contraire, c'est à ces niveaux-là qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises, qui nous impactent dans la vie de tous les jours. Donc, je parle souvent des politiques du travail, de la transition énergétique, on en parle beaucoup ces derniers temps, beaucoup de technologies, beaucoup de financement, mais à la fin de la journée, est-ce que nos communautés vont bénéficier de cette innovation? Est-ce que nous aussi, on va être pris en considération dans cette transition? On parle aussi, quand on parle beaucoup de rencontres multilatérales entre, par exemple, le G7, auquel j'ai eu la chance de participer à plusieurs reprises en tant que déléguée jeunesse, ben, c'est les 7 plus grandes économies du monde qui se rencontrent. Puis évidemment, ben, la plupart des gens qui se rencontrent à ces événements-là, ce pas des personnes de couleur. Pourtant, on existe, puis on va être impacté par les décisions. Puis il faut s'assurer qu'on comprenne le langage qui est parlé dans ces discussions-là, mais qu'on soit aussi là pour s'assurer que les leaders qui se rencontrent, par exemple, au G7 ou à n'importe quelle autre instance multilatérale, ben, qu'ils sachent que nos intérêts sont importants. Puis que pour arriver à leur objectif, ils doivent justement s'assurer qu'on soit pris en compte dans ces décisions parce qu'on est statistiquement la plus grosse portion de la population planétaire. Puis c'est tout simplement injuste qu'on n'ait pas un mot à dire dans ces décisions. Donc moi, c'est vraiment ce qui me motive à travailler là-dedans.
Puis c'est sûr que c'est pas facile d'être une personne de couleur. Puis je veux revenir à ce que Virginie disait sur la diversité un peu en surface. C'est sûr que c'est bien. C'est sûr que c'est toujours bien de dire, ben oui, tu sais, on a des femmes noires dans notre équipe, on a des gens de couleur dans notre équipe, mais est-ce que notre expertise est prise en compte? Tu sais, souvent, nous, on entend des choses, on est conscient de certains enjeux que nos autres collègues n'arrivent pas à comprendre, puis c'est important qu'on soit présent dans la salle en nombre pour que ils soient obligés de nous donner l'espace nécessaire pour qu'on puisse justement changer la forme des politiques puis la direction des politiques. Puis c'est quelque chose en ce moment qui est vraiment difficile à cause du facteur de nombre. On n'est pas toujours assez, ce qui fait que bien qu'on est là, notre opinion n'est pas toujours importante. Puis j'encourage toutes les personnes qui sont là et qui sont intéressées justement à travailler dans les instances gouvernementales de ne pas se laisser intimider par la formalité puis la grosseur de la machine, puis de se lancer parce que le plus qu'on est, le plus qu'on peut avoir un impact. Puis c'est dans l'avantage du Canada, je veux dire, on est des Canadiens. Puis l'efficacité des politiques canadiennes va avoir beaucoup plus d'impact si justement on a une diversité de connaissances, d'expertise, puis qu'on est vraiment capable de faire, de mettre de l'avant cette richesse qu'on a culturellement au Canada. Donc, wow! Déjà, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment impressed que tu fasses ça parce que justement, moi, je me considère comme celle qui est plus à l'aise dans les rues, dans les organismes et tout ça. Mais je pense que c'est ça, il faut de tout. Puis j'aime ton message d'encourager les personnes qui pensent qu'elles peuvent vraiment occuper la place que tu occupes aussi. Puis de ne pas être effrayée, en fait, de ne pas se laisser intimider ni invisibiliser comme on veut, en fait, des fois le faire. Puis de prendre la place et de faire chacune, en fait, à son niveau, ce qu'elle est le mieux capable de faire. Donc, j'aime beaucoup ce message, personnellement. Donc, merci beaucoup, Carla. Puis là, Amina, ça va être une question pour toi. Dans ton introduction, tu as un peu répondu aussi à une question que j'avais. Donc, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit au début. Donc, tu parlais de MyFlow. Donc, l'entreprise que tu as pu créer, agence de coaching qui sert à accompagner les entrepreneurs, les fonctionnaires, les employés à mieux s'outiller sur l'intelligence émotionnelle et gagner en leadership. Donc, avec un partenaire, bien sûr, Ophélie, qu'on salue puis qu'on remercie aussi de loin. Donc, tu nous as déjà un peu parlé de la pertinence de travailler avec le flow tantôt. Mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, c'est parler d'intelligence émotionnelle. Je me rappelle que la première fois que j'ai entendu parler de ce concept, j'étais comme « Waouh !» Il n'y a pas juste le quotient intellectuel comme on nous l'apprend depuis 3-4 ans à l'école. Il y a d'autres capacités qui peuvent être mises en avant et qui sont importantes et qui, personnellement, me parlaient beaucoup plus. Donc, j'imagine que toi aussi, vu que tu l'utilises, et ma question pour toi, ça va vraiment être de te demander déjà de nous expliquer un peu le concept et de définir un peu ce que c'est l'intelligence émotionnelle, parce que je pense que c'est toujours un concept à définir et à redéfinir. Et pourquoi est-ce qu'il est important dans le développement professionnel d'une personne, par exemple dans le cadre de ce que toi tu crées avec MyFlow? Donc voilà. C'est une très, très bonne question et je vois qu'il y a d'autres sphères et honnêtement, j'espère pouvoir répondre à tous les liens à faire aussi là-dessus. Alors, pour l'intelligence émotionnelle, effectivement, c'est un domaine qui est en train de plus en plus revenir en avant parce qu'on est en train de prendre conscience dans la vie actuelle au sein des entreprises que dans notre vie personnelle, que c'est pas juste le fait de résoudre des problèmes mathématiques que ça va t'aider au sein de ton entreprise. Loin de là. C'est pas parce que tu étudies plusieurs années dans une entreprise que finalement tu vas réussir à prendre ta place dans cette entreprise-là. Et c'est comme ça aussi que tu vas aussi réussir à gérer quelques conflits qui peuvent arriver, que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ta vie professionnelle. Donc, l'intelligence émotionnelle, elle devient un peu comme un genre d'outil qui va être super important à acquérir, à maîtriser pour pouvoir autant prendre sa place, gagner en leadership et aussi pouvoir aussi comprendre un peu plus le monde qui nous entoure. Puis souvent, quand moi je pose la question, OK, qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Il y a toujours cette notion de
gérer ses émotions. Gérer ses émotions. En réalité, l'intelligence émotionnelle est beaucoup plus que simplement gérer ses émotions. Et souvent, qu'est-ce qu'on veut dire par gérer une émotion? C'est contrôler une émotion. OK? Donc, une émotion, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis comme les filles l'ont dit tout à l'heure, Virginie et Carla, parlaient un peu de qu'on vient avec des identités. Mais vous savez, quand on refoule une identité, ne serait-ce qu'une part de nous, on refoule un être, en fait. Et au final, ça fait qu'on va refouler des émotions. Et quand on refoule, on se retrouve avec ce qu'on appelle une part d'ombre de soi. Et parfois, on peut péter une coche, péter, comme on dit au Québec, péter complètement un câble parce qu'on est un peu... on nous avait dit que être comme ça, être ça, était pas correct. Et on n'allait pas se faire accepter ou on allait se faire juger. Et parce que l'humain ne veut pas, l'humain déjà à la base, il veut faire partie d'un groupe, il veut pas être exclu. Et quand on vit de l'exclusion, ça va nous ramener à ce qu'on croyait déjà dans ce qu'on nous a délégué, dans ce qu'on nous a donné comme hypothèse de vie, comme croyance, que, voilà, tu vois, en faisant ça ou en étant plus toi, tu viens de te faire rejeter. Donc, la prochaine fois, fais partie d'un groupe. Tais-toi et rentre dans le groupe, en fait. Et ce que ça amène, en réalité, c'est que ça nous fait diminuer dans notre niveau de conscience émotionnelle et on devient un peu plus renfermé sur soi, on devient un peu plus aigri, on devient un peu plus avec des émotions très fortes au point. Une émotion, quand elle n'est pas traitée, quand elle n'est pas écoutée, elle devient une identité. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on finit par avoir une identité d'une personne en colère, d'une personne qui est tout le temps dans le jugement, d'une personne qui est dépressive, d'une personne qui va avoir va toujours être irritée, va toujours avoir un peu comme une posture très un peu sur la défensive. C'est ça, un peu. Ça va être vraiment sur la défensive et prendre sa place dans une société comme on connaît aujourd'hui ou prendre sa place dans une organisation, t'as pas le choix d'un peu plus comme comprendre qu'est-ce qui se passe autour de toi, pouvoir rebondir aux bons endroits, pouvoir vraiment comprendre c'est quoi les enjeux qu'il y a autour de toi. Parce que parfois, tu veux exprimer un défi ou tu veux exprimer une problématique, mais toi, tu es en train d'exprimer tout un schéma émotionnel que personne ne peut comprendre. Et finalement, tu te retrouves tout seul dans ton monde en train d'expliquer quelque chose, puis finalement, il n'y a personne qui peut relate, il n'y a personne qui peut vraiment comprendre ce que tu es en train de dire. Donc, l'intelligence émotionnelle, si je pouvais le définir, ce serait vraiment, comme le mot le dit, c'est une forme d'intelligence. Il n'y a pas que le QI qui est important. Et vous savez, en réalité, on n'a besoin que 5% de notre quotient intellectuel pour vivre dans une société qu'on connaît aujourd'hui. En réalité, on a besoin de développer beaucoup plus de capacités, comme la compréhension de qu'est-ce que l'autre veut me dire, être à l'écoute de qu'est-ce que l'autre veut me dire, comprendre aussi qu'est-ce que je vis exactement. Est-ce que c'est parce que je me sens exclue? Est-ce que c'est pas quelque chose aussi que je fais de manière inconsciente parce que je suis tellement focalisée sur ça que je finis par le créer? Donc ça, c'est possible aussi de dire, est-ce que quelque part, je suis pas non plus en train de créer mon propre malaise, en fait. Je suis pas en train de créer mon propre mal-être. Et en fait, ce que ça amène, c'est que il y a des réalités, il y a des enjeux qui existent, mais tu as besoin de ton intelligence émotionnelle, tu as besoin de toutes tes capacités pour pouvoir dire, écoute, moi, c'est sur ça que je veux parler et c'est sur ça qu'on va discuter, au lieu de vraiment parfois déposer ça comme, désolé pour l'image, mais un sac de vomi sur la table parce qu'on refoule et on n'arrive plus nécessairement à vraiment faire le tri dans tout ce qui se passe. Exactement. Donc, c'est à peu près ça. Je voudrais vraiment en discuter plus longtemps, mais je dois respecter aussi le temps. Oui, c'est sûr, mais tu sais, tu as déjà, je ne sais pas, pour vous, je vois les filles sourire aussi. Il y a tellement de concepts que tu as nommés, conscience émotionnelle. Déjà, tu sais, c'est un terme que je n'avais pas entendu, donc on en apprend déjà avec 5 minutes d'explication. Puis vraiment, ce que je retiens aussi, c'est vraiment cet aspect-là de pouvoir s'assumer et puis de pouvoir se comprendre pour comprendre une entreprise et un fonctionnement, mais à plusieurs niveaux, pas juste au niveau qui est appris de façon un peu plus standard.
Donc, Exactement. en Exactement. tout cas, on pourra, je pense qu'il y a le lien de MyFlow qui va pouvoir être donné aussi, ta page qu'on pourra follow et en apprendre un peu plus. Donc, merci beaucoup pour cette réponse riche. Et vu que le temps presse, en fait, je veux rappeler en fait aux participants qu'on a quand même la partie Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans cette partie-là. Puis moi, je vais vous poser une dernière question en fait à toutes les trois. Donc, c'est sûr que on va essayer de laisser de la place aussi pour le Q&A, mais je veux quand même poser cette question. Donc, c'est si vous aviez un conseil à donner à votre ancienne vous, l'ancienne Carla, l'ancienne Amina, l'ancienne Virginie qui n'avait pas forcément de connaissances. Virginie t'a parlé d'éducation, qui ne s'était pas forcément éduquée sur ces concepts-là, puis qui est rentrée sur le fond du travail ou qui voulait rentrer. Qu'est-ce que vous lui diriez, en fait? Donc, vous pouvez y aller. Si les filles sont à l'aise, je vais commencer. J'ai un petit conseil en fait que j'ai déniché en écoutant excusez-moi, Marie Da Silva, qui est une coach qui élabore des stratégies de survie pour les personnes racisées, qui a sorti un ouvrage cette année qui s'appelle Survivre au taf, que je vous recommande fortement. Puis en fait, elle a parlé d'une méthodologie qu'elle avait pour en fait apprendre un peu des situations qu'elle vivait, puis retourner ces situations-là. Puis je pense que si j'avais eu cette méthodologie-là plus tôt, ça m'aurait vraiment aidé. Donc, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a recensé les micro-agressions qu'elle a vécues dans son parcours professionnel. Je pense qu'on vit tous, on a tous vécu des micro-agressions, puis on a tendance souvent à être déçus par notre réaction parce que parfois on vit de la sidération sur le moment, on ne sait pas comment réagir, donc on encaisse, on fait rien, puis après on se dit j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû non. Et puis cette personne-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est mise à les recenser, puis elle a développé des fins alternatives à ces situations-là. Donc, j'ai adoré l'idée, puis je le fais depuis ce temps-là. Comme ça, tu peux vraiment te préparer aux prochaines situations, puis ça t'aide aussi à analyser ces situations-là que tu es amené à vivre un peu de façon spontanée. Tu sais, on n'est jamais prêt à ça, mais si on a un regard rétrospectif sur celles qu'on a vécues, puis qu'on les note, puis qu'on réfléchit, on en parle avec d'autres personnes, je pense que c'est bien de se bâtir une espèce de coffre à outils d'autodéfense, justement, pour évoluer un peu plus loin, puis pas se laisser abattre, puis développer un argumentaire aussi pour répondre quand on vit des micro-agressions. Donc ça, c'est un conseil que je donne à toutes. C'est jamais le fun à vivre, mais si on peut apprendre de ça, puis mieux se défendre par la suite, mieux revendiquer nos différences, je pense qu'on peut en ressortir gagnante et reprendre notre pouvoir. Très bon. Merci à Saudia qui a mis le lien vers le livre. Merci. Je peux y aller. Moi, je pense que le conseil que je donnerais à ma younger version, c'est vraiment d'utiliser l'importance d'avoir des mentors, mais aussi ce qu'on appelle des parrains ou en anglais des sponsors. On connaît bien le principe de mentor, donc c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience, qui nous accompagne en partageant son expérience, en nous donnant des conseils, en nous aidant un peu à évaluer les différentes options qui sont ouvertes à nous. Mais le parrain ou le sponsor, c'est quelqu'un qui est directement investi en fait dans notre succès. Donc, en plus d'être un mentor qui a de l'expérience puis qui nous donne des conseils, c'est aussi une personne qui va mettre notre nom sur la table lorsqu'il y a une promotion. C'est une personne qui va défendre notre travail lorsqu'on n'est pas dans la pièce ou peut-être qui va nous encourager ou à participer avec eux ou avec d'autres de leurs collègues à des réunions importantes. Puis, l'avantage qu'on a dans notre génération, c'est que heureusement, il y a beaucoup de femmes de couleur, beaucoup de minorités qui ont déjà réussi avant nous. Il ne faut pas prendre ça pour acquis. Il y a beaucoup d'organisations où les visages diversifiés commencent à être de plus en plus populaires. Et je pense que toutes les personnes qui arrivent à un certain point reconnaissent l'importance de tendre la main à ceux qui veulent essayer de rentrer dans la pièce.
Puis, il ne faut pas être gêné de demander cette aide. Puis moi, franchement, c'est quelque chose qui a vraiment changé ma carrière. Ça peut être gênant, mais c'est pas si pire que ça. Puis je veux rassurer n'importe quelle personne qui a déjà pensé à approcher quelqu'un qui a plus d'expérience, faut le faire. Puis j'aurais voulu justement le faire plus tôt, d'aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience puis lui dire très clairement, voilà moi ce que je veux, c'est ça mon objectif de carrière. Puis avec ton expérience, est-ce que tu penses que tu peux m'aider à atteindre cet objectif? Et la plupart du temps, les gens sont très contents de pouvoir nous aider. Et c'est dans leur avantage d'avoir quelqu'un qui est un peu comme leur protégé dans l'organisation, puis une personne justement qui peuvent un peu coacher pour prendre la relève lorsqu'eux, ils ne seront plus là. Donc, c'est vraiment le conseil que je me serais donné, c'est de non seulement chercher un mentor, mais de chercher un parrain ou une marraine qui peut m'ouvrir les portes plus facilement que je pourrais le faire toute seule. Merci beaucoup. Puis je le prends perso aussi parce que j'ai un peu cette timidité-là, mais il faut laisser la timidité au placard, vraiment. Merci, Carla. Amina, ça va être à ton tour. C'est incroyable que tu parles de timidité parce que j'allais justement rebondir sur la timidité. Puis un peu ce que sur Carla dit, l'importance d'avoir des mentors, des personnes qu'on peut s'inspirer. Et moi, j'ai vraiment envie de faire un peu le chemin là-dessus en disant, tu n'es pas ce que tu vis, tu n'es pas ce que tu es, ce que tu es en train de vivre sur le moment, tu n'es pas la timidité. Pendant longtemps, j'ai toujours cru que j'étais timide et donc j'ai adopté carrément une posture d'une personne timide. Donc les épaules baissées, le regard très un peu fuyant parce que je ne voulais pas qu'on me remarque. Tu n'es pas la timidité, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas la colère, tu n'es pas le moment que tu es en train de vivre. Tout ce que tu es en train de vivre va traverser. Donc, laisser les choses te traverser, c'est, je pense, le meilleur conseil que j'aurais peut-être pu donner à Amina quand elle était plus jeune, à lui dire, ben, laisse aller les choses, arrête de résister. Donc, va plus loin, vis un peu plus ce qu'on peut dire en hélicoptère, donc à la hauteur, observe ce qu'il y a de beau en toi. Donc, tu es beaucoup plus qu'une simple émotion de colère ou de posture ou la timidité, tu es rempli de ressources. Oh, wow! Ça fait bien d'entendre ça. Puis oui, c'est vrai, c'est très vrai. Et je pense qu'arriver aussi à cette façon de penser, ça prend de la représentativité de personnes comme toi, comme l'a dit Virginie. Puis ça prend aussi d'occuper l'espace, comme disait Carla. Donc, je vois le pont entre vos personnes et puis vos idées. Et c'est très organique, tout ça. Donc, là, on vient d'avoir une question, en fait, dans une question de Q&A de Awali, qui vous demande, en fait, c'est quoi un ou des outils que l'on peut utiliser pour canaliser ses idées? Je vous aurais posé cette question aussi. Donc, je ne sais pas qui se sent la plus à l'aise à y répondre. Je vais me lancer. Je pense que dans le contexte de notre discussion, c'est très difficile lorsqu'on est intimidé. On arrive dans une pièce, puis on a des gens qui nous ressemblent pas du tout, qui n'arriveraient pas à nous comprendre dans notre réalité. Puis on est la seule minorité et on sent déjà qu'on n'a pas le respect qu'on devrait avoir. Puis on a plein d'idées, plein de choses à dire, mais on est tellement envahi par cette timidité puis ce syndrome de l'imposteur dont on parle souvent que finalement on a des points très valides à faire passer, mais on n'arrive pas à les faire passer. Moi, ce qui m'a toujours aidé, c'est de ne pas négliger l'importance de la préparation et de l'expertise. Quand on arrive dans une pièce comme ça, c'est important de connaître ses dossiers. Donc, avant d'arriver à une réunion, moi, je m'assure toujours de trouver une façon qui est facile pour moi d'arriver puis d'avoir l'air préparé. Donc, que ce soit de préparer une note, de préparer un dossier, d'écrire mes idées clairement. Puis aussi, ce que je fais souvent, c'est de penser déjà au point de tension. Donc, si je sais qu'il y a des sujets que je vais aborder qui pourraient être une cause de réticence, j'essaie déjà de penser aux arguments que je vais préparer pour contrecarrer cette réticence. Donc, vraiment, moi, je pense que c'est d'arriver toujours préparé. Puis, c'est plate à dire d'une façon parce qu'on sait que quand on est une femme de couleur, souvent, on doit faire plus de travail que les autres pour avoir l'air préparé, malheureusement, et qu'on n'a pas autant le droit à l'erreur que d'autres personnes.
Donc, de ne pas négliger la préparation. Connaissez vos dossiers, travaillez. Puis s'il faut faire des heures de plus que nos collègues pour maîtriser un dossier, il faut le faire. Comme ça, quand on arrive dans la pièce, on sait de quoi on parle. Puis je pense que quand on est confiant dans notre expertise, ben, l'intimidation des autres a moins de pouvoir sur ce qui sort de notre bouche. Donc, c'est vraiment là de s'assurer qu'on sait de quoi on parle puis qu'on est préparé. C'est ça mon conseil. Moi, j'ajouterais un peu à ce que Carla a dit, c'est parfait comme ça. Puis, en fait, le point que je voudrais rajouter, c'est que tu vois, ce qui peut empêcher le fait de canaliser ces idées, c'est souvent les peurs, des projections, c'est souvent des fausses idées d'image de soi, de comment on peut paraître, de qu'est-ce qu'on peut laisser entrevoir, le vouloir aussi 100% être parfaite dans ce qu'on veut délivrer. D'aller dans le sens de qu'est-ce que tu as envie de partager, de qu'est-ce que tu as envie aussi de visualiser, en fait. Parce que quand tu es un peu en retrait que dans la technique exacte, tu vas être plus capable de recevoir les idées, de recevoir et d'aller plus loin aussi dans tes sphères où ce que tu as envie de plus partager, dans certaines stratégies aussi, mais d'avoir des idées qui ont un sens, qui ont une direction, qui ont une visualisation et que tu es moins centré sur tes peurs, tu es moins centré sur le fait de perdre tes idées, tu es moins centré sur la peur du jugement ou de quoi tu as de l'air. Tu vas être plus centré sur ce que vraiment ça va être important pour toi de délivrer à ce moment-là. Donc, les idées, c'est un peu aussi de la créativité. Puis la créativité, c'est pas quelque chose qui se contrôle. Tu peux pas... tu peux te mettre dans un écosystème qui va permettre la favorisation de tes idées, d'aller loin. Puis c'est ça notre pouvoir créateur en tant qu'humain. Hein? Donc, on a tous un pouvoir créateur qu'on peut aller chercher plus loin, visualiser, créer, structurer nos idées. Mais quand tu es dans tes peurs, quand tu es dans tes inquiétudes, quand tu es dans tes croyances limitantes, ben, c'est là que, comme elle a dit, Carla aussi, dans ton syndrome d'imposture, ça va être difficile de rassembler ces idées-là et de les porter, de porter fièrement ces idées-là aussi. Merci beaucoup. Virginie, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose. C'était vraiment complet, vos réponses, les filles. Je pense à la préparation, la structuration des idées, comprendre aussi dans quel environnement on les propose, c'est la clé. Donc, j'ai rien d'autre à ajouter. Super, merci. Et on a une dernière question pour Carla cette fois, donc de Fatima Elaiba, ou Elaiba, je ne sais pas, j'espère que j'ai bien prononcé. Donc, elle te dit « Merci pour ce beau conseil, Carla. J'ai une question pour toi. Où peut-on trouver des mentors réellement? » Puis elle a vraiment virgule réellement. Ouais, ben, le mot réellement est très important. J'aime aussi. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure des parrains-marraines. Je ne sais pas si c'est le bon terme en français, en anglais c'est sponsor. Parce que je pense qu'il faut qu'on change notre mentalité de la recherche de mentors vers vraiment la recherche de sponsors. Les mentors, souvent, sont très disposés à nous donner des conseils, mais ne sont pas personnellement investis dans notre réussite. Puis je pense que c'est là vraiment qu'il faut chercher quelqu'un qui aurait la capacité de se dire, ben, si telle personne réussit, ben, moi aussi je réussis, puis je veux vraiment tout faire pour que cette personne-là arrive à son objectif. Puis trouver ce genre de personnes, c'est pas facile, mais c'est définitivement faisable. Et je peux dire que notre génération a beaucoup plus d'outils pour y arriver que les générations précédentes. LinkedIn, on oublie que LinkedIn peut être vraiment, vraiment utile. Et je dirais que le mot shameless, quand on vient en parler de LinkedIn, est très important. Souvent, moi, ce que je propose, c'est tout simplement d'aller dans la barre de recherche. Tu sais, chercher des gens qui ont des parcours inspirants, pas nécessairement qu'ils ont un parcours identique à ce qu'on voudrait avoir, mais qu'ils ont des éléments de compétences qu'on aimerait développer, puis de leur écrire, puis de leur dire, écoutez, moi, je suis une jeune professionnelle, utilisez la flatterie, ça fonctionne toujours, j'adore ce que vous faites, puis j'aimerais parler avec vous, un coffee chat de 15 minutes,
j'aimerais en apprendre plus sur ce que vous faites. Et pendant cette conversation, ben, vous leur dites que vous cherchez un mentor, puis vous développez cette relation de mentorat, puis ensuite, lorsque vous avez vraiment une relation de mentorat, ben, vous leur dites, j'ai confiance en vous, est-ce que vous seriez prêt à être mon sponsor? Puis, si vous n'êtes pas à l'aise avec LinkedIn, vous pouvez le faire au travail aussi. Il y a des directeurs, des gestionnaires. Puis souvent, on est intimidé par les titres, mais c'est des êtres humains comme nous. Puis lorsque vous êtes inspiré par quelqu'un ou que vous voyez que quelqu'un fait un bon travail, ben moi, je vous encourage à aller voir cette personne puis leur dire, ben je travaille avec vous, mais je suis juste pas arrivée à votre niveau. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on travaille ensemble puis développer mes compétences pour que je puisse arriver au même niveau que vous? Puis la personne dans votre organisation est même mieux placée que la personne de LinkedIn parce qu'elle travaille déjà dans le même milieu que vous, puis elle serait en mesure de défendre votre travail, puis de vous glisser un peu dans les espaces qui seraient fermés aux gens de votre niveau. Donc, vraiment, le mot, c'est shameless. Je ne sais pas si c'est le bon terme à utiliser, mais il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, puis d'aller chercher des gens de couleur qui ont plus ou moins la même expérience que vous. Ils ont un sentiment d'empathie qui serait peut-être difficile à développer avec quelqu'un d'autre. Donc, ça aussi, c'est pas à négliger. Mais évidemment, c'est de l'essai-erreur. Il ne faut pas penser qu'on va chercher juste un mentor, puis c'est juste lui qui va nous aider. Au contraire, je pense que dans une vie, on a besoin de beaucoup de mentors et beaucoup de sponsors, puis il faut faire du shopping. Il ne faut pas avoir peur d'écrire à beaucoup de personnes, puis d'essayer, puis si ça ne fonctionne pas, ben, d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais it's a lot of legwork, mais c'est définitivement worth it, comme on dit. Shameless et fearless, en fait. Donc, ça serait les deux. Merci beaucoup, Carla. Puis, juste pour rebondir, il y a Shana Haddad dans le chat qui dit que sur Academos aussi, tu peux parler à des professionnels et trouver des mentors. Donc, je ne connaissais pas. Donc, merci, Shana. Oui, vas-y, Virginie. Vas-y. Si je peux me permettre, puis je sais que le temps est compté. Mais oui, n'hésitez pas, s'il y a quelqu'un que vous avez en tête, que vous admirez, comme écrivez-lui à la personne, parce que souvent, on a tous parcouru un chemin pour se rendre où on est, puis on est aussi très conscient de l'importance de soutenir aussi d'autres personnes, puis faire de la place aux autres personnes pour qu'elles réussissent. Ou qu'elles atteignent des lieux ou des positions que nous aussi, on a réussi à atteindre. Donc, n'hésitez pas à leur écrire à ces personnes-là. Il y a Academos, il y a plein de plateformes. Puis, moi, dans le cadre de mon travail aussi, avec le groupe des 30, c'est des personnes qu'on demande aussi de s'impliquer puis de partager des conseils aux autres personnes pour les amener, elles aussi, à se rendre sur des lieux décisionnels. Donc, franchement, allez-y, écrivez à toutes les personnes que vous admirez. Évidemment, le rôle d'un mentor, ça demande du temps d'investissement. Donc, prenez ça au sérieux, vous aussi. Si vous avez des rendez-vous avec vos mentors, arrivez à l'heure, soyez reconnaissants. Puis après ça, à votre tour, vous pourrez aussi redonner en étant un mentor à votre tour. On apprend énormément en étant mentoré, mais également en étant un mentor. Wow, merci beaucoup. Oui, Amina, on peut rapidement conclure. Oui, écoutez, c'est vraiment pertinent ce que les filles sont en train de partager. Je vais juste rebondir sur aussi un point. Parfois, quand on est, quand on admire quelqu'un, quand le mentor n'est pas obligé de aussi être quelqu'un avec qui on parle directement. Ça peut être aussi quelqu'un qu'on voit, qui nous inspire dans son parcours professionnel ou personnel, qui nous inspire vraiment. Je vais vraiment vous inviter, au lieu de créer cet écart-là en disant je l'admire, ben de se rapprocher en disant OK, donc comment moi je pourrais aussi faire vivre ce qui me fait passionner chez la personne. Donc souvent, ce que l'autre, au lieu de se comparer puis de dire je n'y arriverai pas, de se rapprocher un peu plus, de regarder plus près, puis de dire, OK, dans son parcours de vie, elle avait vécu des défis, puis d'aller s'intéresser à ces défis-là, d'aller s'intéresser à comment elle a rebondi de ces défis-là, puis de aussi voir comment est-ce que, au lieu de se comparer, de s'inspirer. Yes! Oh, merci. Puis je pense qu'on peut conclure sur ça. Ça peut vraiment être notre mot de la fin, de s'en inspirer, puis de croire. Mais de croire qu'on va y arriver aussi à ce siège-là, n'importe lequel, celui que vous désirez en fait.
Donc, merci beaucoup les filles. Franchement, c'était super ressourçant. Je pense que tout le monde le pense. Moi, ça m'a beaucoup aidé en ce dimanche. Puis j'espère que vous aussi, vous avez passé un beau moment. Donc, énormément. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez.